Célina se tenait près du bureau de la diligence, consciente qu'il ne lui restait presque plus d'espoir. Pour la troisième fois ce matin, un homme secouait la tête en la regardant avec un mélange de pitié et de gêne. « Je suis désolé, madame, mais personne ne traverse les terres arides en ce moment, » disait le propriétaire de l'écurie, en s'essuyant les mains sur son tablier. « Il fait trop chaud, les puits à mi-chemin sont à sec, et avec une personne malade, c'est... Excusez-moi, mais c'est du suicide. »« Je dois me rendre à Temple City, » répéta Célina, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Que ça ?» Le propriétaire de l'écurie soupira. « Je comprends, madame. Mais même pour une bonne somme, personne n'acceptera. Le trajet prendra au moins 10 jours, en plein cagnard. Les gens d'ici tiennent à leur peau. » Célina serra les mâchoires. Elle avait déjà entendu ça. Du cocher de la diligence, du marchand qui faisait régulièrement le trajet entre les villes, du guide qui acceptait n'importe quel travail, mais pas celui-ci. Elle se retourna pour regarder la charrette près de l'auberge. Son père y était allongé, sous une bâche qu'elle avait tendue pour le protéger de la chaleur écrasante. Il ne se plaignait pas. Jamais. Même lorsque la toux lui déchirait la poitrine. Même lorsque la fièvre le consumait de l'intérieur. Il restait simplement là, silencieux, les yeux fermés, respirant avec difficulté, d'un souffle rauque, comme si chaque inspiration lui coûtait un effort immense. Ils avaient un 3 jours, peut-être 4. Le médecin de cette ville, Redstone, avait été direct. Une fièvre pulmonaire, à un stade avancé. Ici, il ne pouvait rien faire. Mais à Temple City, il y avait le docteur Crawford spécialisé dans ce genre de maladie. Si vous y arrivez à temps, il y a une chance. Si. Cote 113, Haas, dit Célina en se tournant vers le propriétaire de l'écurie. Je paierai le double, le triple, tout ce qu'il faudra pour que quelqu'un accepte. L'homme la regarda avec une compassion sincère. Côté. Célina se détourna, sentant l'impuissance et le désespoir l'envahir. 3 semaines plus tôt, il vivait à Bennington, dans une petite maison à la lisière de la ville. Son père était forgeron, elle s'occupait de la maison et faisait de la couture sur commande. Tout était calme, réglé, et puis il était tombé malade. D'abord une simple toux, puis la fièvre. Puis le guérisseur local avait écarté les bras. « Je ne peux rien faire. Emmenez-le voir Crawford, c'est le meilleur de la région. » Et ils étaient partis. Ils avaient se loué une charrette, y avait installé son père. Ils étaient arrivés à Redstone, à mi-chemin, pensant pouvoir y engager un guide pour la suite. Mais il s'était avéré que la suite, c'était les terres arides. Et personne ne voulait s'y aventurer. « Que de mon sens !» dit soudain le propriétaire de l'écurie à voix basse. Célina se retourna brusquement. « Qui ?» L'homme grimaça, comme s'il hésitait à parler. « Wade Coulter, » dit-il enfin. « Un cow-boy. Il travaille au ranch des Mackenzie, à 3 miles d'ici. J'ai entendu dire qu'il est revenu du Nord récemment. On dit qu'il a traversé les terres arides plus d'une fois. Il connaît les pistes, les puits. Si quelqu'un accepte, ce ne peut être que lui. Où puis-je le trouver ?» demanda rapidement Célina. « Essayez au saloon, » répondit le propriétaire. « Ou au ranch. Mais, madame, ne vous faites pas trop d'illusions. Wade est un homme à part. Il parle rarement aux gens. Et il n'accepte un travail que s'il en a envie. » Célina hocha la tête, se retournant déjà. « Merci. » lança-t-elle par-dessus son épaule, avant de s'engager d'un pas rapide dans la rue principale et poussiéreuse de Redstone. Le saloon était à moitié vide. Quelques hommes étaient assis à des tables, jouant aux cartes, buvant du whisky. Le barman essuyait des verres d'or derrière le comptoir. Quand Célina entra, les conversations s'éteignirent. Tous se tournèrent pour la regarder avec un mélange de curiosité et de surprise. Les femmes se montraient rarement dans les saloons, surtout à cette heure. Elle s'approcha du barman. « Je cherche Wade Coulter, » dit-elle directement. « On dit qu'il vient ici. »
Le barman fit un signe de tête vers le fond de la salle. Là-bas, près de la fenêtre. Célina suivit son regard. Dans un coin, à une table près de la fenêtre, était assis un homme. Son chapeau à large bord était rabattu sur ses yeux, ses mains posées sur la table, l'une sur la crosse d'un revolver dans son étui. Il ne jouait pas aux cartes, ne buvait pas. Il était simplement assis, regardant par la fenêtre. Célina s'approcha et s'arrêta près de la table. « Êtes-vous Wade Coulter ?» demanda-t-elle. Il releva lentement la tête. Le chapeau se décala et Célina vit son visage. Des traits durs, une barbe de quelques jours sur les joues, et le menton, et des yeux clairs, presque argentés, froids comme l'eau d'une rivière en hiver. Il la regardait sans expression, d'un air évaluateur. « Côte-Fantille », répondit-il d'une voix basse et rauque. « J'ai besoin d'un guide », dit Célina sans détourner le regard. « Pour traverser les terres arides. Jusqu'à Temple City, on m'a dit que vous connaissiez la route. » Wade resta silencieux un instant, puis il s'adossa à sa chaise. « Côté 130 est indiqué, » répondit-il. « Côté 132. Côté 133 sachez, » ajouta rapidement Célina. « Côté 134. Côté 135, dit-il regardant de nouveau par la fenêtre. « Côté 136, côté 137, dit fermement Célina. « Côté 138. » Wade se tourna vers elle. Il la regarda attentivement, l'étudiant. Célina soutint son regard. Elle n'avait pas l'intention de le supplier, seulement de demander, fermement, sans son larme. « Quel âge a-t-il » demanda Wade. « 52 ans, » répondit-elle. « Qu'a-t-il » ? Une fièvre pulmonaire, à un stade avancé. Wade hocha lentement la tête. Supportera-t-il le voyage ? Je ne sais pas, admit honnêtement Célina. Mais si je n'essaie pas, il ne survivra certainement pas. Wade la regarda encore une longue minute. Puis il se leva, grand, les épaules larges, vêtu d'un jean usé et d'une chemise couleur d'herbe brûlée. À sa ceinture, un étui avec un revolver. Autour de son cou, un foulard rouge délavé. « Coûte 146, Sawyer, » dit-il brièvement. Ils marchèrent en silence. Célina le conduisit vers l'auberge où se trouvait la charrette. Wade marchait à ses côtés, à grandes enjambées assurées, sans se presser. Elle l'observait du coin de l'œil. Son visage était impénétrable, n'exprimant rien. Ses mains étaient bronzées, calleuses. Sa démarche était celle d'un homme plus habitué à la selle qu'à la terre ferme. Ils arrivèrent à la charrette. Célina écarta un pan de la bâche. Son père était allongé sur un matelas, couvert d'une couverture. Ses yeux étaient fermés, sa respiration lourde et sifflante. Son visage était émacié, pâle sous son hâle. Wade s'approcha, se pencha. Il regarda le malade, écouta sa respiration, puis il inspecta la charrette. Les roues, les essieux, le harnais. Côte 137. Demanda-t-il en se redressant. Côté 148 pour ça, répondit Célina. Côté 141, côté 151, dit Wade en secouant la tête. Côté 151, côté 122, dit Célina. Côté 1, côté 1, côté 1 et côté 1. Célina hésita. Côté 1. Wade hocha la tête. Côté 101, dit-il. Côté 100. Célina se tendit. Côté 1, côté 100, répondit brièvement Wade. Côté 1. Il se tourna vers elle, croisant les bras sur sa poitrine. Côté 1, dit-il. Côté 100. Célina hocha la tête. Côté 1, côté 10, ajouta-t-il. Côté, dit Célina. Wade la fixa un instant de plus, puis acquiesça. Côté accepta Célina. Côté moitié. Wade haussa les épaules. Côté répondit-il. Côte. Et il partit sans se retourner. Célina passa le reste de la journée à faire des préparatifs. Elle acheta un autre tonneau de seaux, s'arrangea avec le propriétaire de l'écurie pour le cheval. Elle chargea les provisions. Elle vérifia le fusil, le nettoya, le chargea.
Elle rangea les affaires de son père, des vêtements de rechange, les médicaments que le médecin local lui avait donnés, même s'il avait dit qu'ils étaient presque inutiles. Le soir, elle s'assit près de son père, lui tenant la main. Il ouvrit les yeux, trouble, mais la reconnaissant encore. « Que t'en sens ta cause ?» murmura-t-il d'une voix rauque. « Tu as trouvé un guide ?»« Oui, papa, » répondit-elle doucement. « J'ai trouvé. Nous partons demain. » Il serra faiblement sa main. « Un homme bien ?» Célina réfléchit. Bien ? Elle ne savait pas. Froid, dur, peu bavard, ça oui. Mais bien, le temps le dirait. Fiable, répondit-elle. Et c'est le plus important. Son père hocha la tête en fermant les yeux. Merci ma fille, chuchota-t-il. Tu as toujours été forte, plus forte que moi. Célina se pencha et l'embrassa sur le front. Kotenkwatronda, dit-elle. Kouten-moi kakatir. L'aube arriva sans bruit. Le ciel se teinta de nuances pourpres et orangées. L'air était encore frais, mais Célina savait que cela ne durerait pas. Dans 1 heure, la chaleur serait de retour. Elle mena la charrette dans la rue principale. Wade attendait déjà, monté sur un étalon noir, tenant par la bride un autre cheval, une jument alezane. Il était habillé pour la route. Chapeau à large bord, long manteau de tissu épais, un fusil en bandoulière, 2 revolvers à la ceinture. Il descendit de cheval quand Célina s'approcha. Sans un mot, il l'aida à atteler les chevaux supplémentaires. Il vérifia le harnais, le chargement. Il hocha la tête. Tout était en ordre. « Prête ?» demanda-t-il en regardant Célina. Elle acquiesça. « Prête. » Wade monta sur le siège du cocher à côté d'elle. Il prit les rênes. « Côte entre 47, toi » dit-il en faisant avancer les chevaux. La charrette s'ébranla lentement, quittant Redstone. Célina se retourna, regardant la ville qui s'éloignait derrière eux. Peut-être ne la reverrait-elle jamais. Peut-être n'arriverait-il jamais à destination. Mais elle ne pouvait pas y penser. Elle ne pouvait qu'espérer. Et croire que ce cow-boy silencieux à ses côtés savait ce qu'il faisait. Pendant les premières heures, ils roulèrent en silence. La route longeait de basses collines couvertes de buissons épineux et de quelques arbres rares. Wade conduisait la charrette avec assurance, sans se presser mais sans s'attarder. Célina était assise à côté, se tenant au bord du siège et regardant droit devant elle. Vers midi, les collines prirent fin. Devant eux s'étendaient les terres arides, une plaine infinie parsemée de rochers et de rares cactus. La terre était rougeâtre, craquelée par la sécheresse. L'horizon tremblait sous l'effet des mirages. Wade arrêta la charrette. « Petite pause, » dit-il brièvement. Ils firent boire les chevaux, les laissèrent se reposer. Célina alla voir son père. Il dormait, sa respiration toujours aussi lourde. Elle mouilla un chiffon avec de l'eau, lui en tamponna le visage et le cou. Wade se tenait à l'écart, scrutant l'horizon. Il fumait une cigarette roulée, plissant les yeux à cause de la fumée. « Codoquantus » demanda Célina en s'approchant de lui. « Jusqu'au coucher du soleil » répondit-il sans se retourner. « Ensuite, on s'arrêtera pour la nuit. On ne peut pas rouler dans le noir, on se perdrait ou on casserait une roue. Ce sera comme ça tous les jours. 10 jours, si on a de la chance. Et si on n'en a pas ?» Wade écrasa sa cigarette du talon. « Alors plus longtemps, » dit-il simplement. « Ou on n'arrivera jamais. » Célina serra les poings. « Vous êtes toujours aussi... direct ?» Il se tourna vers elle et la regarda dans les yeux. « Je ne mens pas, si c'est ce que vous voulez dire, » répondit-il. « La vérité est plus simple que le mensonge. Les terres arides sont dangereuses. Plus vite vous le comprendrez, mieux ce sera pour tout le monde. » Célina soutint son regard. « Je n'ai pas peur de la vérité, » dit-elle fermement. « Je veux juste que mon père arrive vivant à Temple City. » « Je ferai de mon mieux, » répondit Wade, « mais je ne peux rien promettre. » Il retourna à la charrette et remonta sur le siège. Célina le suivit. Ils reprirent la route.
Le soir, ils atteignirent la première source. C'était une petite dépression dans la roche où l'eau de pluie s'était accumulée. Wade l'inspecta, goûta l'eau, il hocha la tête. Elle était potable. Ils établirent en leur campement. Wade alluma un petit feu. Célina prépara le dîner. Des haricots avec du bacon, du pain, du café. Ils mangèrent en silence. Le père ne pouvait pas manger. Il buvait seulement de petites gorgées d'eau. Quand la nuit tomba, Wade déroula son sac de couchage à l'écart du feu. Célina s'installa dans la charrette, près de son père. Elle resta allongée, regardant les étoiles à travers une fente de la bâche. Elle n'écoutait que la respiration de son père. Elle priait pour qu'il tienne bon. Et elle pensait à Wade. À qui il était, pourquoi il avait accepté. Quel homme se cachait derrière ce visage froid et impénétrable. Elle ne le savait pas. Mais elle avait 10 jours pour le découvrir. 10 longs jours à travers le désert. La chaleur et le silence. Le deuxième jour commença avant l'aube. Wade se réveilla le premier, comme toujours. 30 ans en selle lui avaient appris à avoir le sommeil léger, à se réveiller au moindre bruit. Il resta allongé quelques secondes, à l'écoute. Le léger reniflement des chevaux, le crépitement des braises du feu, la respiration rauque du malade dans la charrette. Et un autre son, léger, à peine perceptible. Des pas. Wade se souleva sur un coude. Célina se tenait près de la charrette penchée sur son père. Dans la pénombre de l'aube, il ne voyait que sa silhouette. Un dos droit, une tête inclinée. Elle faisait quelque chose. Elle ajustait que la couverture, mouillait un linge pour le poser sur le front du malade. Ses mouvements étaient lents, prudents, pleins de sollicitude. Wade se leva, roula son sac de couchage. Il s'approcha du feu, attisa les braises, y jeta quelques brindilles sèches. La flamme jaillit, éclairant le campement d'une faible lueur orangée. Il posa la cafetière sur le feu. Célina s'approcha. Wade lui jeta un regard rapide, et quelque chose en lui tressaillit, bien qu'il n'en montrât rien. La veille, quand elle était apparue au saloon, il n'avait vu en elle qu'une femme désespérée cherchant de l'aide. Maintenant, à la douce lumière du feu, il voyait plus. Ses cheveux étaient sombres, presque noirs, tressés en une natte épaisse qui tombait sur son épaule. Quelques mèches rebelles encadraient son visage. Un visage fatigué, avec des cernes sous les yeux, mais beau. Des traits réguliers, des pommettes hautes, un menton volontaire. Ses yeux étaient noisettes, presque couleur de miel à la lueur du feu, avec des éclats dorés. Grands, expressifs. En cet instant, ils exprimaient de l'inquiétude, mais aussi de la détermination. Elle n'était ni grande ni petite, arrivant juste en dessous de son épaule. Sa silhouette était mince, mais pas fragile. Ses mains étaient fortes, habituées au travail. Il l'avait vue la veille en la voyant s'occuper des chevaux, charger l'eau. Sa robe était simple, d'un vert foncé pratique sans fioritures. Par-dessus, un gilet de cuir la protégeait du froid et du vent. À ses pieds, des bottes solides, visiblement portées depuis plusieurs années. Wade détourna le regard, versant du café dans une tasse en fer blanc. Ce n'était pas ses affaires. Il était là pour les conduire à Temple City, rien de plus. « Que te disons-nous d'eux » demanda-t-il en désignant la charrette. Célina prit la tasse qu'il lui tendait. « Pas mieux, » répondit-elle doucement. « Mais pas pire non plus. La fièvre ne baisse pas. Il respire difficilement, mais il tient bon. » Wade hocha la tête. Il sortit de son sac de la viande séchée et du pain et les lui tendit. « Mangez, » dit-il brièvement. « La journée sera longue. » Célina prit la nourriture, mais mangea lentement, sans appétit. Wade voyait que ses pensées n'étaient pas là, mais dans la charrette, avec son père. Il comprenait, lui aussi autrefois, s'était inquiété ainsi pour quelqu'un. Il y a longtemps, dans une autre vie. « Côte d'une ancêtre » demanda soudain Célina en le regardant par-delà le feu. Wade leva les yeux. La question était inattendue. « Côte d'océan dans du tro, côte de neuf noir » répondit-elle. « Côte dire. »
Wade resta silencieux un instant, puis haussa les épaules. « Côte d'une once, dit-il. « Côte tovinos côte totique, répondit Célina. Ils se turent, buvant leur café. Wade regardait le feu, mais sentait son regard sur lui. Elle l'étudiait, tout comme il l'avait étudié. Cela ne le dérangeait pas. Qu'elle regarde. Elle ne verrait rien de spécial de toute façon. « Êtes-vous marié ?» demanda-t-elle après une pause. « Non, » répondit-il sèchement. « Vous l'avez été ? » ?»« Non. »« Pourquoi ?» Wade leva les yeux vers elle. Dans son regard, il y avait de la curiosité, mais pas intrusive. Juste un intérêt sincère. « Ce genre de vie ne me convient pas, » dit-il. « Je suis toujours sur la route. Je travaille ici et là. Je n'ai aucun endroit que je puisse appeler mon foyer. Une femme a besoin de stabilité. Je ne peux pas lui offrir ça. » Célina hocha la tête, pensive. « Et vous le voudriez ?» demanda-t-elle. « Avoir un foyer, une famille ?» Wade se leva, jetant le reste de son café dans le feu. « Vouloir et pouvoir sont deux choses différentes, » répondit-il sans la regarder. « Il est temps de partir. Préparez-vous. » Ils partirent alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Wade conduisait la charrette, Célina assise à ses côtés. Les premières heures, ils roulèrent en silence. La route traversait un terrain plat parsemé de rochers et de buissons bas. La chaleur augmentait d'heure en heure. Vers midi, elle devint insupportable. L'air vibrait, transformant l'horizon en mirage. Wade arrêta la charrette à l'ombre d'un grand rocher, le seul abri à des miles à la ronde. « On va attendre ici, » dit-il en sautant du siège. « Jusqu'au soir. Il est dangereux de rouler par une telle chaleur. Les chevaux ne tiendraient pis, il n'y en a pas. » Célina acquiesça. Elle descendit pour aller voir son père. Wade détela les chevaux, leur donna à boire dans un seau. Ils buvaient avidement, bruyamment. Il leur tapota l'encolure, vérifia leurs sabots. Tout était en ordre. Célina sortit de la charrette avec un seau vide. « Côté d'une 127 war, dit-elle. Côté d'une 128. » Wade désigna un tonneau. « Côté d'une 128, merci, autorisa-t-il. Côté 238. » Célina prit de l'eau et retourna dans la charrette. Wade s'assit sur une pierre à l'ombre, enleva son chapeau, s'essuya le front avec un foulard. La chaleur était un four. Même à l'ombre, la température dépassait les 30 degrés. Il regardait la charrette. Il entendait la voix douce de Célina, qui parlait à son père. Doucement, pour le calmer. Elle lui racontait quelque chose. Peut-être des souvenirs du passé. Peut-être parlait-elle simplement pour qu'il entende sa voix et ne se sente pas seul. Wade ferma les yeux. Il aimait sa voix. Douce, mais pas faible. Calme, mais avec une nuance de chaleur. Une voix qui apaisait, qui inspirait confiance. De telles voix étaient rares. Il rouvrit les yeux en entendant des pas. Célina sortit de la charrette, s'assit près de lui sur le sable, le dos appuyé contre le rocher. Son visage était fatigué, mais elle ne se plaignait pas. « Vous vous occupez bien de lui, » remarqua Wade. Célina tourna la tête, surprise. « C'est mon père, » répondit-elle simplement. « Le seul qui me reste. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Je n'ai ni frère ni sœur. Il n'y a que nous deux. » « Je vois, » dit Wade en hochant la tête. « Et vous? Avez-vous de la famille ?» demanda-t-elle. Wade resta silencieux un instant. « J'en ai eu, » répondit-il brièvement. « Il y a longtemps. Mes parents sont morts quand j'avais 16 ans. Ma sœur s'était mariée, était partie dans l'Est. Je ne l'ai pas vue depuis 20 ans. Elle ne vous manque pas ?» Wade haussa les épaules. « Je m'y suis habitué, » dit-il. « La solitude n'est pas la pire chose qui puisse arriver. » Célina le regarda longuement. Dans ses yeux, il y avait de la compassion, mais pas de pitié. Wade apprécia. Il ne supportait pas la pitié. « Quelle est la pire chose, alors ?» demanda-t-elle doucement. Wade croisa son regard. « Perdre celui qu'on aime, » répondit-il honnêtement.
et savoir qu'on ne pouvait rien faire. Célina ne demanda pas de qui il parlait. Elle hocha simplement la tête, détournant le regard. Ils restèrent assis en silence, écoutant le vent faire rouler le sable sur les pierres. Le soir, quand la chaleur diminua, ils reprirent la route. Ils roulèrent jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à ce que Wade trouve un endroit convenable pour camper. Une petite dépression entre des rochers, à l'abri du vent. Ils allumèrent un feu. Célina prépara le dîner. Des haricots mijotés, avec des morceaux de viande séchée. Wade mangeait en silence, les yeux fixés sur le feu. Célina nourrissait son père, à petites cuillerées, prudemment pour qu'il ne s'étouffe pas. Il mangeait peu, mais il mangeait. Quand son père s'endormit, Célina retourna près du feu. Elle s'assit en face de Wade. Il réparait sa selle, recousant une lanière arrachée. Ses mains bougeaient avec assurance et rapidité. Que 244. Remarqua Célina. Wade ne leva pas la tête. Que 45 heures, répondit-il. Côte 246. Que 27 heures. Wade posa sa selle. Il la regarda. Que 248, demanda-t-il. Côté 241. Célina secoua la tête. Côté 250, objecta-t-elle. Côté 251. Wade eut un petit rire, presque imperceptible. Côté 252, dit-il. Côte 253. Répondit-elle avec un léger sourire. Côte 254, la corrigea-t-il. Ils se turent. Ils se regardaient à travers le feu. Et Wade comprit que quelque chose changeait. Quelque chose d'imperceptible, de silencieux, mais d'important. Elle n'était plus simplement la femme qui l'escortait. Elle était devenue intéressante. Il voulait en savoir plus sur elle. Il voulait entendre sa voix. Il voulait la voir sourire. C'était dangereux. Wade le savait. Car l'attachement est une faiblesse. Et dans les terres arides, la faiblesse peut tuer. Il se leva, s'épousseta les mains. « Au lit », dit-il brièvement. « On se lève tôt demain. » Célina hocha la tête. Elle se leva, se dirigea vers la charrette. Au moment de monter, elle se retourna. « Bonne nuit, Wade », dit-elle doucement. Il acquiesça sans répondre. Mais quand elle disparut dans la charrette, il se surprit à regarder dans sa direction plus longtemps que nécessaire. Le troisième jour ressemblait au deuxième. Chaleur, poussière, une route sans fin. Wade conduisait la charrette en silence. Célina assise à ses côtés. Parfois, elle ajustait son chapeau pour se protéger des rayons brûlants. Parfois, elle regardait l'horizon où tremblaient les mirages. Parfois, elle se retournait pour vérifier l'état de son père. Wade remarquait tout. Il remarquait comment elle se mordillait la lèvre quand elle était inquiète. Comment elle serrait les mains en entendant la toux de son père. Comment elle se redressait quand la fatigue la gagnait, sans vouloir le montrer. Il remarquait les quelques mèches de cheveux échappées de sa natte qui flottaient au vent. La peau hâlée de ses mains qui brillaient de sueur. Comment elle fermait parfois les yeux, offrant son visage au vent, comme pour y chercher de la fraîcheur. Il n'aurait pas dû remarquer cela. Il n'aurait pas dû penser à elle. Mais il ne pouvait s'en empêcher. Vers midi, ils atteignirent le lit d'une rivière asséchée. Wade arrêta la charrette et descendit. Il examina le fond. Le sable était humide, ce qui signifiait que l'eau n'était pas loin. Il prit une pelle et commença à creuser. Célina s'approcha et observa. « Côte 258 » demanda-t-elle. « Côte 139 » répondit-il sans s'arrêter. « Elle est là, sous le sable, à 1 mètre ou 1 mètre et demi. » Il creusa pendant une dizaine de minutes. Le trou se creusa et au fond, de l'humidité apparut. Encore un peu, et l'eau Mao commença à suinter, trouble, pleine de sable, mais c'était de l'eau. « On va attendre qu'elle décante, » dit Wade en sortant du trou. « Ensuite on en prendra, ça servira. » Célina le regardait avec respect. « Comment saviez-vous qu'il y avait de l'eau ici ?» Wade s'essuya les mains sur son jean. « Côte 264, répondit-il.
Côte 265. Côte 266. Côte 267 Nasir. Secoua la tête Wade. Côte 268. Célina fronça les sourcils. Côte 269. Wade la regarda. Dans ses yeux, il y avait de l'inquiétude. Pas seulement de la curiosité, mais bien de l'inquiétude. Comme si cela comptait pour elle. Côte 270, répondit-il brièvement. Côte 271. Côte 272, les dossiers, dit-elle doucement. Wade ne répondit pas, mais quelque chose en lui tressaillit. Il se détourna pour qu'elle ne le voie pas. Le soir, ils s'arrêtèrent au pied d'une petite colline. Le vent s'était levé chassant le sable et les petits cailloux. Wade installa le campement de manière à ce que la charrette les protège du vent. Il alluma le feu dans un creux pour que la flamme ne soit pas soufflée. Célina préparait le dîner. Wade s'occupait des chevaux. Il nettoyait leurs sabots, vérifiait le harnachement, les nourrissait. Quand il revint au feu, Célina avait déjà servi la nourriture. « Asseyez-vous », dit-elle en lui désignant une place à côté d'elle. Wade s'assit, il prit son assiette. Ils mangèrent en silence. Le vent hurlait au-dessus de leur tête, mais dans leur abri, il faisait calme. « Wade !» appela soudain Célina. Sa voix était douce, mais il l'entendit. Il leva les yeux. « Côte 271, dit-elle simplement. « Côte 278. » Wade la regardait, son visage fatigué, éclairé par le feu, ses yeux pleins de gratitude, le léger sourire qui effleurait ses lèvres. « Côte 278, » répondit-il d'une voix rauque. « Je ne fais que mon travail. »« Non, » secoua la tête Célina. « C'est plus qu'un travail. Vous prenez soin de nous. Vous veillez à ce que nous ne mourions pas. Vous cherchez de l'eau. Vous choisissez des endroits sûrs pour camper. Ce n'est pas juste un travail. » Wade détourna le regard. « J'ai donné ma parole de vous amener, » dit-il. « Je tiens ma parole. »« Je sais, » répondit doucement Célina. « Je le vois, et j'apprécie. » Ils se turent. Mais le silence n'était pas pesant. Il était calme. Comme si une compréhension s'était installée entre eux. Une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. Le 4e jour apporta une tempête de sable. Elle commença soudainement. Le ciel s'assombrit. Le vent se mit à hurler, et un mur de sable s'abattit sur eux. « Côte Tokokati » cria Wade en faisant tourner les chevaux. « Côte Noseta » Célina se précipita vers la charrette et y grimpa. Wade couvrit les chevaux de couverture, les attacha solidement. Il monta à son tour. Il rabattit la bâche, en fixa les bords pour que le sable ne pénètre pas. La tempête hurlait comme une créature vivante. La charrette était secouée. Le sable frappait la bâche avec la force de la grenaille. À l'intérieur, il faisait sombre et étouffant. Célina était assise près de son père, lui tenant la main. Wade la voyait trembler, non de froid, mais de peur. « Ça va durer longtemps ?» demanda-t-elle, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Côte 289, dis-je, » répondit honnêtement Wade. « Côte 290. » Célina hocha la tête. Elle se mordit la lèvre. Wade voyait qu'elle avait peur. Mais elle tenait bon. « N'ayez pas peur, » dit-il doucement. « Nous sommes en sécurité. La charrette est solide. Les chevaux sont attachés. On va attendre. » Elle le regarda, dans la pénombre. Ses yeux semblaient immenses. « Je n'ai pas peur pour moi, » avoua-t-elle. « J'ai peur pour mon père. Cette tempête, il a du mal à respirer. » Wade rampa plus près. Il regarda le malade. Sa respiration était effectivement devenue plus difficile. Le sifflement s'était intensifié. « Que te crains-tu » ordonna-t-il. « Que te crains-tu » Célina fit ce qu'il disait. Son père respira un peu plus facilement. Ils restèrent assis, blottis contre les parois de la charrette, écoutant le hurlement de la tempête. Célina tenait la main de son père. Wade était assis en face, observant. Un moment, la tempête secoua la charrette particulièrement fort. Célina poussa un cri, se penchant instinctivement en avant. Wade l'attrapa par l'épaule pour l'empêcher de tomber. « Côte 17 mises »
dit-il. Côte 18. Elle hocha la tête, mais ne s'écarta pas. Sa main resta sur son épaule, forte, chaude, rassurante. Célina ferma les yeux, écoutant les battements de son propre cœur. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la tempête se calme. 1 heure, peut-être plus, sans dire un mot, juste l'un à côté de l'autre. Quand le vent se calma enfin, Wade fut le premier à sortir. Il regarda autour de lui. Le sable recouvrait tout d'une épaisse couche. Les chevaux se tenaient tête basse, mais ils étaient vivants, indemnes. La charrette avait tenu bon. « Vous pouvez sortir », appela-t-il. Célina sortit. Elle regarda autour d'elle. Le monde avait changé. Les dunes s'étaient déplacées. La route avait disparu sous le sable. Mais la tempête était passée. « On a réussi », dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour lui. Wade la regarda. Ses cheveux ébouriffés, le sable dans les plis de ses vêtements, son visage fatigué mais déterminé. « Oui », acquiesça-t-il. « On a réussi. » Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la fierté, pas pour lui, mais pour elle. Pour ne pas avoir craqué, pour ne pas avoir abandonné, pour avoir tenu bon. Elle était forte, bien plus forte qu'il n'y paraissait. Et ça lui plaisait, plus que ça n'aurait dû. Le 5e jour les accueillit dans le silence. Après la tempête, l'air était étrangement pur, presque vibrant. Célina fut réveillée par la toux de son père, longue et douloureuse. Elle se leva rapidement, lui donna de l'eau, le soutint pendant qu'il buvait. La toux se calma, mais sa respiration resta lourde. Wade s'occupait déjà des chevaux. Célina sortit de la charrette, frissonnant dans le froid matinal. Elle jeta un châle sur ses épaules et s'approcha de lui. « Comment vont-ils » demanda-t-elle en désignant les chevaux. « Fatigués » répondit brièvement Wade en examinant le sabot de la jument alezane. « Mais ils tiendront. Ils ont besoin de repos. Mais nous n'avons pas le temps. » Célina le regarda plus attentivement. Son visage était creusé, avec des ombres sombres sous les yeux. Sa barbe était plus épaisse. Il était fatigué lui aussi, comprit-elle. Peut-être même plus qu'il ne le laissait paraître. « Que te 306 hier » demanda-t-elle doucement. Wade leva les yeux vers elle, surpris. « Cote 307 » répondit-il. « Cote 306 » remarqua Célina. « Cote 309 » Wade se redressa, lâchant le sabot de la jument. « Cote 310 » dit-il. « Cote 311 » Cote 312 » Sa voix ne contenait aucun reproche, seulement de la curiosité. Wade resta silencieux un instant, puis secoua la tête. « Cote 310 » répondit-il. Cote 314 » Célina s'approcha. Elle posa une main sur son avant-bras. Il tressaillit au contact, mais ne s'écarta pas. « Cote 315 » demanda-t-elle sérieusement. Cote 3 Wade regarda sa main sur la sienne. Une petite paume, mais forte, chaude, même à travers la manche de sa chemise. Quelque chose se serra en lui. Cote 317 accepta-t-il à sa propre surprise. Manka côté de Célina sourit. Pas un grand sourire, mais un sourire sincère. « Cote 319 dit-elle. « Cote 316 » Wade hocha la tête. Elle retira sa main et il ressentit un étrange vide là où elle l'avait touché. La journée fut calme. Ils roulèrent sur un terrain relativement plat, dépassant de rares bosquets d'armoises et de virevoltants. Célina racontait sa vie à Bennington. Comment elle aidait son père à la forge. Comment elle cousait des robes sur commande pour les femmes du coin. Comment le soir, elle lisait des livres à la lueur d'une lampe à pétrole. Wade écoutait en silence, mais attentivement. Il aimait entendre sa voix. Il aimait sa façon de parler, sans manière. Simple, mais chaleureuse. Elle parlait de choses simples, mais ses mots étaient pleins de vie, de sentiments. « Et vous, d'où venez-vous »
demanda-t-elle quand elle se tut. Wade hésita à répondre. « Du Kansas » dit-il enfin. « Une petite ville. Le nom n'a pas d'importance, elle n'existe plus. Elle a brûlé lors d'un raid quand j'avais 16 ans. » Célina se tourna vers lui, les yeux pleins de compassion. « Vos parents sont morts ce jour-là, » acquiesça Wade. « Mon père a essayé de défendre la maison. Ma mère était avec lui. J'étais dans les pâturages, à garder le bétail. Quand je suis revenu, il était trop tard. »« Je suis vraiment désolé, » dit doucement Célina. Wade haussa les épaules. Mais son geste n'exprimait pas l'indifférence, plutôt l'acceptation. « Que tes trois » répondit-il. « Que tes trois » demanda prudemment Célina. Wade la regarda. « Que tes trois » répondit-il simplement. « Que tes trois » Célina resta silencieuse, digérant ses mots. Puis elle dit doucement. « Que tes trois » Wade serra les dents. « Que tes trois » dit-il d'une voix rauque. « Mais je n'en connais pas d'autres. » Célina posa sa main sur la sienne, qui tenait les rênes. Un contact léger, mais il le sentit de tout son être. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre, » dit-elle à voix basse. Wade ne répondit pas. Il continua simplement de conduire la charrette, sentant la chaleur de sa main, et pensant que, peut-être, elle avait raison. Le soir, ils atteignirent une crête rocheuse. Wade trouva une fissure entre les rochers, étroite mais assez large pour la charrette. Un endroit idéal pour la nuit, abrité du vent, discret, avec une bonne vue. Ils établirent le campus, conduire le campement. Célina prépara le dîner. Un ragoût de viande séchée et de haricots, des galettes cuites sur une pierre chaude. Wade tendit une bâche supplémentaire au-dessus de la charrette, la fixant au rocher, au cas où il pleuvrait pendant la nuit. Ils dînèrent en silence. Le père mangea quelques cuillerées, puis se rendormit. Sa respiration était un peu plus régulière, ou peut-être que Célina voulait simplement y croire. Quand la nuit tomba, Wade lui montra comment monter la garde. S'asseoir de manière à voir les approches de trois côtés. Être à l'écoute des bruits, le froissement des pierres, un changement dans la respiration des chevaux, des sons inhabituels. Ne pas regarder le feu, car cela aveugle et empêche de voir dans l'obscurité. Garder le fusil à portée de main, mais pas en vue. « Côte 337 net, dit-il. « Côte 337. Côte 335, acquiesça Célina. Wade la regarda d'un air évaluateur, puis hocha la tête. « Bien, réveillez-moi dans 4 heures. Ou avant, si vous êtes fatigué. » Il déroula son sac de couchage, s'allongea, se couvrit. Il ferma les yeux. Célina s'assit au bord du campement, le dos appuyé contre une pierre. Elle posa le fusil à côté d'elle. Elle regardait dans l'obscurité, à l'écoute. La première heure se passa tranquillement. Célina scrutait que la nuit, distinguant les silhouettes des buissons, des rochers, les contours lointains des collines. La lune n'était pas pleine et donnait peu de lumière. Au loin, un coyote hurlait. Les chevaux reniflaient dans leur sommeil. Elle regarda Wade. Il était immobile, sa respiration régulière. Il dormait. Enfin, il dormait vraiment, sans sursauter toutes les demi-heures. Célina se surprit à le regarder plus longtemps que nécessaire. Son profil, éclairé par la faible lueur du feu mourant. Sa main passait derrière sa tête. Sa poitrine, qui se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration. Il était beau, réalisa-t-elle soudain. Pas de cette beauté de carte postale. Une beauté rude, virile. Celle d'un homme endurci par la vie. Des traits durs, des cicatrices, des mains calleuses. Mais quelque chose en lui l'attirait. Quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite quand il la regardait. Quelque chose qui la réchauffait quand il était près d'elle. Célina se détourna, sentant ses joues rougir. Des bêtises. Ils ne voyageaient rien ensemble que depuis 5 jours. Il n'y avait rien entre eux et il ne pouvait rien y avoir. C'était un cow-boy qui vivait en selle. Elle était une femme qui avait besoin d'un foyer, de stabilité. Ils venaient de mondes différents. Mais alors pourquoi voulait-elle tant qu'il reste?
Pourquoi la pensée que dans 5 jours, ils arriveraient à Temple City et qu'ils partiraient lui faisait-elle mal? La 2e heure s'écoula plus lentement. Célina commençait à s'endormir. Ses paupières s'alourdissaient et sa tête tombait. Elle se secoua, se leva, fit quelques pas le long du campement. Elle s'aspergea le visage avec l'eau de sa gourde. Cela l'aida un peu. À la 3e heure, elle entendit un bruissement, faible mais distinct. Célina se figea, scrutant l'obscurité. De nouveau, quelque chose bougeait entre les rochers, à une vingtaine de mètres du camp. Elle prit doucement le fusil, elle arma le chien, elle visa dans le noir. « Wade !» appela-t-elle à mi-voix. « Wade, réveille-toi. » Il fut sur pied en un instant, un revolver à la main, le regard alerte. « Quoi ?» demanda-t-il doucement en s'approchant. « Côte-Troitna » chuchota Célina en désignant l'obscurité. « J'entends un bruissement, quelque chose bouge. » Wade tendit l'oreille, 1 seconde, 2. Puis, ses épaules se détendirent. « Côte 346, sire, » dit-il. « Côte 347. » Il s'approcha du bord du camp, ramassa une pierre et la lança dans le noir. Le bruissement cessa. Quelque chose s'éloigna rapidement. Côté 3. Se tourna-t-il vers Célina. Côté 3. Célina expira, baissant son fusil. Côté 351, dit-elle. Côté 351. Wade secoua la tête. Côté 352, répondit-il. Côté 353. Il s'approcha, la regarda attentivement. Vous êtes fatigué, remarqua-t-il. Vos yeux se ferment. Allez dormir. Je prendrai le reste de la garde. Mais vous venez de vous coucher. J'ai assez dormi, l'interrompit-il. Côte 358. Célina voulut protester mais comprit que c'était inutile. Il avait déjà décidé. Elle hocha la tête et se dirigea vers la charrette. Sur le point de monter, elle se retourna. « Wade ? Oui ? Merci de m'avoir confié la garde, même si je ne m'en suis pas très bien sorti. » Il eut un petit sourire, à peine perceptible, mais elle le vit. « Vous vous en êtes bien sorti, dit-il, pour une première fois. » Célina sourit et monta dans la charrette. Elle s'allongea près de son père, se couvrit. Elle ferma les yeux et s'endormit presque instantanément, ressentant une étrange tranquillité. Car elle savait que Wade était là. Il ne laisserait rien arriver. Il la protégerait. Le 6e jour commença par un problème. Un des chevaux, la jument alezane, se mit à boiter. Wade le remarqua dès qu'ils se mirent en route. Il arrêta la charrette, descendit de cheval et examina la patte. « Côte 350, dit-il en se redressant. « Côté 305. » Il sortit de son sac un outil, une sorte de couteau recourbé, et entreprit d'extraire délicatement l'éclat de pierre. La jument renâclait, agitait la patte, mais Wade la tenait fermement, lui parlant doucement pour la calmer. Célina se tenait à côté, observant. Elle aimait sa façon de traiter les animaux, avec fermeté mais sans brutalité. Les chevaux lui faisaient confiance, l'écoutaient, se calmaient sous ses mains. « C'est fait, » dit Wade en relâchant la patte. « Mais elle a besoin de repos. On ne peut pas la faire travailler aujourd'hui. »« Qu'allons-nous faire ?» demanda Célina. Wade réfléchit. « On va répartir la charge, » décida-t-il. « Elle marchera sans rien tirer. Les 2 autres s'en chargeront. Mais il faudra avancer plus lentement. » Ils réattelèrent les chevaux. Célina aidait, tenant les rênes, passant les harnais. Ils travaillaient en silence, de manière coordonnée, comme s'ils l'avaient fait des dizaines de fois. Quand ils eurent fini, Wade se tourna vers elle. « Vous apprenez vite, » remarqua-t-il. Célina sourit. « J'ai un bon professeur, » répondit-elle. Leurs regards se croisèrent. 1 seconde, peut-être 2. Mais cela suffit pour que quelque chose change. Quelque chose d'insaisissable, mais d'important. Wade fut le premier à détourner les yeux. « En route !» dit-il d'une voix rauque. Ils avançaient lentement. La charrette peinait à avancer. Les chevaux tiraient de toute leur force. Vers midi,
Wade décida de faire une pause plus longue. Il trouva un endroit à l'ombre d'un grand rocher. Il détela les chevaux, leur donna à boire et à manger. Célina alla voir son père. Il était conscient pour la première fois depuis plusieurs jours. Faible, pâle, mais conscient. Côte Troistoka. Elle le serra doucement dans ses bras, craignant de lui faire mal. Côte Croinis, côte Soissos, murmura-t-il, mais il lui adressa un faible sourire. Côte Satino, côte Moissi, répondit Célina. Côte Tri. Son père hocha la tête. Il regarda dans la direction où Wade s'occupait des chevaux. C'est lui le guide? Demanda-t-il doucement. Oui. Il s'appelle Wade Coulter. Un homme bien. Célina réfléchit, puis acquiesça. Un homme bien, répondit-elle avec assurance. Un très homme bien. Son père la regarda longuement. Une lueur de compréhension passa dans ses yeux. Tu t'es attaché à lui, dit-il. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Célina rougit. Côte côte ça, sourit son père. Côte 308. Célina se tut. Puis elle demanda doucement, côte 389. Son père haussa les épaules. Côte 390, répondit-il. Côte 381. Côte 392. Objecta Célina. Côte 383. Côte 384. Dit sagement son père. Côte 309. Célina ne répondit pas. Elle embrassa simplement son père sur le front et sortit de la charrette. Le soir, après avoir allumé le feu et dîné, Célina et Wade étaient assis l'un à côté de l'autre, regardant les étoiles. Le père dormait, les chevaux somnolaient, c'était calme, paisible. Wade, commença Célina à voix basse. Je peux vous poser une question? Posez-la, répondit-il sans quitter les étoiles des yeux. Avez-vous déjà pensé à vous arrêter, à trouver un endroit où vous pourriez rester? Wade resta silencieux un long moment. J'y ai pensé, répondit-il enfin. Il y a longtemps, quand j'étais plus jeune. Je pensais qu'un jour j'achèterais des terres. Je construirais un ranch, j'élèverais du bétail. Peut-être que je me marierais, je vivrais comme tout le monde. Mais vous ne l'avez pas fait, remarqua Célina. Non, acquiesça-t-il, parce que j'ai compris que je n'étais pas fait pour une vie sédentaire. J'ai besoin de la route, de l'espace, de la liberté. Ou peut-être que vous avez simplement peur, demanda-t-elle doucement. Wade se tourna vers elle. Peur de quoi? De vous attacher, répondit simplement Célina, à un endroit, à des gens. Vous avez peur que si vous vous arrêtez, vous puissiez tout perdre à nouveau, comme vous avez tout perdu autrefois. Wade la regarda longuement. Ses yeux étaient si chargés d'émotion que Célina en eut le souffle coupé. « Kota 14, admit-il d'une voix rauque. Peut-être que j'ai vraiment peur, parce que je sais que lorsqu'on perd ce qu'on aime, c'est plus douloureux que n'importe quelle blessure, et je ne veux plus jamais revivre ça. » Célina tendit la main et prit la sienne. « Mais la vie est un risque, dit-elle. On ne peut pas passer son temps à avoir peur de perdre, sinon on n'obtient jamais rien. On ne sait jamais ce qu'est le vrai bonheur. » Wade regarda leurs doigts entrelacés. Sa main était petite, fragile dans la sienne, mais il sentait une force dans ce contact, une force qui le poussait à croire que, peut-être, elle avait raison. « Célina, » murmura-t-il. « Je ne sais pas si je pourrais... » « Vous n'avez pas besoin de savoir, » l'interrompit-elle. Côte 416. Wade porta lentement sa main à ses lèvres. Il embrassa le dos de ses doigts, doucement, presque avec révérence. Côte 410, dit-il doucement, côte 410. Célina sourit. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais c'étaient des larmes de joie. Alors je vous le demande, dit-elle simplement. Ils restèrent assis, se tenant la main, regardant les étoiles. Et tous deux savaient que quelque chose avait changé, pour toujours. Il restait encore 4 jours de voyage, 4 jours à travers le désert, la chaleur et les dangers. Mais maintenant,
Ces jours n'étaient plus seulement une épreuve. Ils étaient une opportunité. L'opportunité de mieux se connaître, de comprendre qu'il y avait quelque chose entre eux, quelque chose de vrai, et que lorsqu'ils arriveraient à Temple City, ce ne serait pas la fin. Ce serait le début. Le 7e jour commença dans le brouillard. Il venait du nord, lourd et épais, transformant le monde en un silence blanc. La visibilité ne dépassait pas 10 pas. Wade arrêta la charrette dès qu'ils se mirent en route. « Côté 45, » dit-il en sautant du siège. « Côté 85. » Célina acquiesça. Elle n'objecta rien. Après la soirée de la veille, après cette conversation près du feu, après son baiser sur ses doigts, tout avait changé. L'air entre eux était différent, rempli de quelque chose de non dit, mais de très réel. Ils étaient assis dans la charrette, près de son père. Wade vérifia son état. Sa respiration était lourde mais stable. La fièvre ne baissait pas, mais n'augmentait pas non plus. « Il tient bon », dit Wade doucement. « C'est un homme fort. » « Il l'a toujours été », répondit Célina en ajustant la couverture sur son père. « Il ne s'est jamais plaint, même quand c'était difficile. Il travaillait, prenait soin de moi. Après la mort de ma mère, il a été à la fois un père et une mère. Tout ce que j'avais. » Wade la regardait. Le brouillard s'infiltrait par les fentes de la bâche, les enveloppant d'une brume fantomatique. Dans cette pénombre, son visage semblait particulièrement doux, presque irréel. « Vous l'aimez » dit-il. Ce n'était pas une question, mais une constatation. « Que 427 jours » confirma Célina. « Que des 4 Sa voix se brisa. « Que 41 » Wade tendit la main et couvrit la sienne. « Que 413 » dit-il fermement. « Que 451 » Célina le regarda. Des larmes perlaient à ses yeux, mais elle les retenait. « Que 432 » murmura-t-elle. « Que 430 » Wade serra sa main plus fort. « Côte 433 » répondit-il. « Côte 405 » Célina sanglota, pressant son front contre son épaule. Wade la serra doucement dans ses bras, craignant de l'effrayer. Elle était si fragile dans ses bras, si vulnérable, mais en même temps, si forte. Plus forte que beaucoup d'hommes qu'il avait rencontrés. Ils restèrent ainsi, enlacés, tandis que le brouillard se dissipait lentement. Ils ne parlaient pas. Ils étaient simplement là, l'un pour l'autre, et cela suffisait. Vers midi, le brouillard se leva. Ils reprirent la route. Le chemin longeait une petite crête parsemée de rochers, rougeâtres aux formes étranges. Wade conduisait la charrette avec prudence, évitant les pierres et les nids de poules. « Wade » appela soudain Célina. « Regardez » Elle montrait du doigt devant eux. Au loin, au pied de la crête, on distinguait quelque chose qui ressemblait à des bâtiments. Wade plissa les yeux, scrutant l'horizon. « Côte 438, ya » identifia-t-il. « Côte 439. »« Côte 440. » demanda Célina. « Côte 440. » Wade hocha la tête. « Côte 442 si, acquiesça-t-il. » Ils s'approchèrent. La mission était bien abandonnée. Les murs en adobe étaient fissurés et s'effritaient. Le toit était partiellement effondré. Mais une pièce était encore intacte, avec une porte et des fenêtres qui tenaient encore. Wade descendit de cheval, inspecta les lieux. Aucune trace de passage récent. Bien, il pouvait s'arrêter. « On va faire entrer la charrette dans la cour, » dit-il. « Ce sera plus sûr qu'en terrain découvert. » Ils firent entrer la charrette derrière les murs de la mission. Une petite cour intérieure avait autrefois été un jardin. Maintenant, il n'y poussait que des chardons et de l'armoise. Mais les murs offraient une protection contre le vent et les regards indiscrets. Wade trouva un puits, vieux, en pierre. Il regarda à l'intérieur. Il y avait de l'eau hier, pas très profond, à environ 3 mètres. Il descendit un seau, le remonta. Il sentit l'eau, la goûta. Il hocha la tête.
Côte 14, dit-il. Côte 14. Pendant que Célina s'occupait de son père, Wade remplit tous les tonneaux et les gourdes. Il abreuva les chevaux. Il inspecta la pièce intacte de la mission. À l'intérieur, il n'y avait rien, seulement un foyer en pierre dans un coin et les restes de bancs en bois. « Célina, appela-t-il, venez voir. » Elle s'approcha. Il lui montra la pièce. « Côte 4, dit-il. Côte 450. » Célina regarda la pièce, puis lui. Une lueur de gratitude s'alluma dans ses yeux. « Merci, » dit-elle doucement. « C'est très attentionné de votre part. » Wade haussa les épaules, mais une douce chaleur l'envahit à ces mots. « Côte 453, gars, marmonna-t-il. Ensemble, ils transportèrent le père dans la pièce. Ils l'allongèrent sur un matelas, le couvrirent. Célina plaça un châle roulé sous sa tête. Wade alluma un feu dans le foyer. Il y avait peu de bois, mais assez pour réchauffer la pièce. Le soir, Célina prépara le dîner directement dans la pièce, sur le feu du foyer. Wade y était assis à côté, réparant un harnais. Il travaillait en silence. Mais ce n'était pas le silence pesant des premiers jours. C'était un silence de compréhension, de proximité. « Vous savez, » commença soudain Célina en remuant la nourriture dans la marmite. « Quand nous avons quitté Redstone, j'avais peur de vous. » Wade leva les yeux, surpris. « Peur? Pourquoi ?» Célina sourit. « Vous sembliez si sévère, froid. Je pensais que vous nous conduisiez seulement pour l'argent. Que peut vous importer que nous survivions ou non? » « Et maintenant ?» demanda Wade doucement. Célina se tourna vers lui, à la lueur du feu. Ses yeux semblaient d'or sombre. « Côte 400, dit-elle. Côte 460, Wade posa le harnais. Il regarda le feu. « Côte 471, avoua-t-il d'une voix rauque. D'habitude, les gens ne voient que ce que je montre. Mais vous regardez plus profondément. Peut-être parce que je veux comprendre, répondit Célina. Comprendre qui vous êtes vraiment. Et si ce que vous voyez ne vous plaît pas? » Célina se leva, s'approcha de lui. Elle s'assit à ses côtés, si près que leurs épaules se touchaient. « Wade, je le vois déjà, » dit-elle à voix basse. « Je vois un homme qui tient sa parole, qui prend soin des autres, même s'il ne l'admet pas, qui est fort, mais pas cruel, qui est seul non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il a peur. Et ce que je vois me plaît. » Wade se tourna vers elle. Leurs visages étaient si proches qu'il sentait la chaleur de son souffle. Il voyait chacun de ses cils, chaque étincelle dorée dans ses yeux. « 1400, murmura-t-il. « 1400, demanda-t-elle tout en aussi doucement. « 1400. » Célina leva la main et toucha sa joue, doucement, tendrement. « Coûte 472, » chuchota-t-elle, et elle l'embrassa. Un baiser léger, presque immatériel, juste un contact de lèvres à lèvres. Mais pour Wade, ce fut comme un éclair. Tout en lui s'embrassa. Il se figea une seconde, incrédule, puis il la serra dans ses bras, l'attira plus près. Il approfondit le baiser, lentement, prudemment, comme s'il craignait de lui faire mal. Elle répondit, se blottissant contre lui, entrelaçant ses doigts dans sa nuque. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous deux rapidement. Wade pressa son front contre le sien, fermant les yeux. « Côté 400, murmura-t-il. « Côté 400, répondit Célina. « Côté 406. » Ils restèrent tout assis, enlacés, tandis que le feu dans le foyer s'éteignait lentement. Le père dormait, ne les entendant pas. Le monde au-delà des murs de la mission était calme et paisible. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Wade se sentit chez lui, pas dans un lieu, en une personne, en cette femme qui le serrait dans ses bras, qui croyait en lui plus que lui-même. Le 8e jour les accueillit avec un ciel clair. Ils partirent à l'aube, rassasiés et reposés. Le père avait même mangé un peu, ce qui était bon signe. Célina rayonnait, bien qu'elle essayât de le cacher.
Wade était aussi inhabituellement calme, presque détendu. La route traversait un paysage rocheux, parsemé de cactus saguaros. Immencés comme des arbres, ils se dressaient partout, tendant leurs bras épineux vers le ciel. « C'est beau !» remarqua Célina en les regardant. « Et dangereux !» ajouta Wade. « Tu vois ces oiseaux ?» Il désigna de petites piques qui s'agitaient sur les troncs. « Ketekar !» Célina hocha la tête, mémorisant. Elle aimait la façon dont il partageait ses connaissances. Sans condescendance, sans sermonner. Il lui expliquait simplement les choses pour qu'elle soit en sécurité. Vers midi, ils s'arrêtèrent pour une pause. Wade tendit une bâche entre deux cactus pour créer de l'ombre. Ils s'assirent dessous, buvant de l'eau et mangeant de la viande séchée. « Wade, » commença Célina, « que feras-tu quand nous arriverons à Temple City ?» Il la regarda. « Que veux-tu dire ? Eh bien, tu retourneras à Redstone ou tu iras ailleurs ?» Sa voix était empreinte d'anxiété, bien qu'elle s'efforçât de la dissimuler. Wade resta silencieux un instant. La veille, il l'avait embrassée. La veille, il avait ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Et maintenant, l'idée de simplement partir, de la laisser, était insupportable. « Kotostak » commença-t-il lentement. Kotekar Célina se tourna vers lui si brusquement qu'elle faillit renverser son éyo. « Vraiment ?» Une lueur d'espoir s'alluma dans ses yeux. « Tu resterais ?» Wade hocha la tête. « Si tu le veux, » ajouta-t-il doucement. « Si tu veux que je sois là. » Célina prit sa main dans les siennes. « Je le veux, » dit-elle fermement. « Je le veux vraiment. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si mon père guérira. Je ne sais pas ce qui nous attend à Temple City. Mais je sais une chose. Je veux que tu sois là, quoi qu'il arrive. » Wade porta ses mains à ses lèvres et les embrassa. « Alors je serai là, Ramos, » promit-il. « Je resterai jusqu'à ce que tu me chasses. » Célina rit à travers ses larmes. « Je ne te chasserai jamais, » promit-elle. Ils reprirent de la route, le cœur léger. Ils parlaient en de tout, du passé, de l'avenir, de leurs rêves. Célina raconta qu'elle avait toujours voulu ouvrir son propre atelier de couture. Coudre non seulement des robes simples, mais aussi de belles tenues pour des occasions spéciales. Peut-être qu'à Temple City, ce serait possible. Wade parla de son rêve. Un petit ranch, quelques vaches, des chevaux. Rien de grand, juste assez pour vivre tranquillement. Peut-être élever quelques têtes de bétail pour les vendre. « Kotakartastan 16, Som » dit Célina. « Kotakanset » Wade la regarda. « Kotakaniton Som » demanda-t-il. « Kotakadon »« Kotomainsanzans » répondit-elle simplement. Wade lui serra la main. Quelque chose de chaud, de lumineux, se répandait dans sa poitrine. Le bonheur. Un sentiment oublié depuis longtemps. Il ne se souvenait presque plus de ce que c'était d'être heureux. Le soir, ils atteignirent une petite oasis, une véritable oasis avec une source et quelques arbres. L'eau était claire et fraîche. L'herbe poussait autour, verte et luxuriante. Quote 5, décida Wade. Quote 502. Ils établirent donc leur campement. Wade détela les chevaux et les laissa paître. Célina apporta de l'eau de la source à son père. Il était conscient et lui sourit même. « Ma fille, » murmura-t-il, « tu as l'air heureuse. » Célina rougit. « Je suis juste contente que nous soyons presque arrivés, » mentit-elle. Son père sourit. « N'essaie pas de tromper un vieil homme, » dit-il. « Je le vois. Tu es amoureuse de ce cow-boy. » Célina ne nia pas. « Oui, » avoua-t-elle doucement. « Je suis amoureuse. Et lui, il semble l'être aussi, bien qu'il ne le dise pas directement. » Son père hocha la tête. « Les hommes parlent rarement directement, » remarqua-t-il sagement. « Mais leurs regards sont éloquents. Et ils te regardent comme si tu étais la seule chose qui compte dans ce monde. » Célina sourit. « Vraiment, vraiment, » confirma son père. « Et je suis content que tu aies trouvé quelqu'un de digne, quelqu'un qui prendra soin de toi quand je ne serai plus là. » « Papa, ne dis pas ça. »
Célina lui serra la main. « Tu vas guérir. Le docteur Crawford. »« Je sais, ma fille, » l'interrompit-il fatigué. Côte 50-20. Célina ne put retenir ses larmes. Elle serra doucement son père dans ses bras, posant sa joue contre son épaule. « Côte 1, murmura-t-elle. « Côte 11, répondit-il. « Côte 11. » La nuit, Célina et Wade étaient assis près du feu. Le père dormait dans la charrette, couvert de couverture. Les étoiles brillaient au-dessus de leur tête, nombreuses et éclatantes. Au loin, un coyote hurlait. « Côte 524, dit Célina doucement. « Côte 525. Côte 526, répéta Wade en écho. Ils restèrent silencieux, regardant le feu. Puis Célina se tourna vers lui. « Côte 527, commença-t-elle. « Côte 528. » Wade la regardait. À la lueur du feu, son visage était magnifique, ouvert, honnête, plein d'amour. « Célina, » dit-il d'une voix rauque. « Côte 530. » Célina sourit à travers ses larmes. « Que 525, » dit-elle. « Que te cites-tu. » Wade l'attira à lui et l'embrassa. Longuement, profondément, avec une promesse. La promesse d'être là, la promesse d'aimer, la promesse de ne jamais partir. Quand ils se séparèrent, Wade lui murmura aux lèvres « Côte Yandri ». C'était la première fois de sa vie qu'il prononçait ces mots. Et ils étaient vrais. Une vérité absolue, incontestable. Célina se blottit contre lui, le serrant plus fort. « Côte 130, » répondit-elle. « Côte 131. » Ils restèrent assis, enlacés, sous le ciel étoilé. Il restait encore 2 jours de voyage. 2 jours jusqu'à Temple City, jusqu'à Au Médecin, jusqu'à l'inconnu. Mais maintenant, ils le savaient. Quoi qu'il arrive, ils étaient ensemble. Et c'était le plus important. Car l'amour trouvé à travers la poussière et le silence s'était révélé être le plus vrai, le plus fort, le plus éternel. Et rien ne pourrait le détruire. Le 9e jour commença dans l'angoisse. Le père de Célina ne se réveillait pas. Elle le secoua par l'épaule, l'appela par son nom, mais il n'ouvrit pas les yeux. Il respirait, difficilement, avec un sifflement, mais il ne reprenait pas conscience. « Côte 536, cria-t-elle en sortant de la charrette. « Côte 537. » Il fut à ses côtés en un instant. Il monta dans la charrette, se pencha sur le malade. Il vérifia son pouls au cou, posa sa main sur son front. Son visage se durcit. « Que t'entendrais, dit-il. « Que te 139, que te 540. » La voix de Célina tremblait de peur. « Que te 540 était un soir, » dit Wade avec détermination. « Que te 542. » Il sauta de la charrette et commença à atteler rapidement les chevaux. Célina frictionna son père avec un linge humide, essayant de faire baisser la fièvre. Elle lui fit boire de l'eau. Il avalait inconsciemment, sans ouvrir les yeux. « Tiens bon, papa, » murmurait-elle en lui caressant la main. « Encore un peu de patience. Juste un peu. On y est presque. » 10 minutes plus tard, ils étaient en route. Wade poussait les chevaux, rapidement, mais sans brutalité. La charrette tanguait sur la route cahoteuse. Célina était assise à l'arrière, soutenant son père pour que les secousses ne lui fassent pas encore plus mal. Les 2 premières heures se déroulèrent sans incident. La route traversait une plaine parsemée de rares buissons de créosote. La chaleur augmentait, mais ils ne s'arrêtaient pas. Ils buvèrent de l'eau en chemin, sans ralentir. Vers le milieu de la journée, ce que Wade redoutait le plus arriva. Devant eux, sur la route, apparurent des cavaliers. 3. Ils ne cherchaient qu'en pas à se cacher, se tenant simplement là, barrant le passage. Chacun avait des revolvers à la ceinture, des fusils à la main. Wade tira sur les rênes, arrêtant la charrette. De la main droite, il se rapprocha lentement de son revolver, sans le sortir de son étui, se préparant, simplement. « Cotron 545, quoi ?» demanda Célina, regardant sous la bâche. « Côte 546, répondit brièvement Wade.
Côte 5547 as. Un des cavaliers, un homme trapu à la barbe rousse, s'approcha. Les deux autres restèrent en place, mais tenaient leurs fusils prêts. « Bonjour, l'ami !» dit le barbu avec un sourire narquois. « Où vas-tu comme ça ?»« À Temple City », répondit Wade d'un ton neutre. « Côte 55, le barbu ricana. « Côte 500, répondit froidement Wade. Le sourire du barbu s'effaça. « Tu ne payes pas ?» répéta-t-il. « Dommage. Alors il faudra qu'on se serve. » Il porta la main à son étui. Mais Wade fut plus rapide. Son revolver était dans sa main avant que le barbu n'ait eu le temps de dégainer le sien. Le canon était pointé droit sur la poitrine du bandit. « Côte 506, dit Wade doucement, mais sa voix était d'acier. « J'ai un malade dans cette charrette. Il est mourant. Si vous nous retardez, il ne passera pas la nuit. Et alors je n'aurai plus aucune raison de vous laisser en vie. Compris ?» Le barbu se figea. Il regarda ses deux compagnons. Eux aussi étaient immobiles, ne sachant que faire. Wade était seul, mais il se tenait avec une telle assurance, un tel calme, qu'il était clair qu'il ne bluffait pas. Il était prêt à tirer. « Écoute, l'ami, » commença le barbu d'un ton conciliant, levant lentement les mains. « Côte 560, acquiesça Wade sans baisser son arme. « Côte 561. » Le barbu fit demi-tour, fit un signe à ses hommes. Ils s'écartèrent lentement, libérant le passage. Wade attendit qu'il soit entassé loin, puis rangea son revolver et fit avancer les chevaux. « Côte 562, dit-il à Célina. « Côte 63, La charrette bondit en avant. Célina se retourna pour regarder derrière elle. Les bandits se tenaient sur le bord de la route, les regardant s'éloigner, mais ne les poursuivaient pas. Quand ils furent à une distance respectable, Célina sortit et s'assit à côté de Wade. « Côte sans son nom, dit-elle doucement. Ce n'était pas une question, mais une constatation. « Oui, répondit brièvement Wade. J'étais prêt. « Pour nous ?» Wade la regarda. « Pour vous, confirma-t-il. « Pour toi. Je ne laisserai personne vous faire du mal. Personne. » Célina prit sa main et la serra fort. « Merci, murmura-t-elle. Pour tout. » Wade hocha la tête, sans quitter la route des yeux. Mais sa main serra la sienne en retour. Vers le milieu de la journée, la chaleur devint insupportable. L'air vibrait, transformant l'horizon en argent fondu. Les chevaux respiraient lourdement, de l'écume apparaissant sur leurs flancs. Wade savait qu'il devait s'arrêter, leur donner du repos. Mais il ne le pouvait pas. Chaque minute comptait. Il trouva un compromis. Il s'arrêta 10 minutes à l'ombre d'un grand rocher. Il abreuva les chevaux, leur donna quelques poignées d'avoine. Il but de l'eau, s'en aspergea le visage. Célina alla voir son père. Son état ne s'améliorait pas, mais ne s'aggravait pas non plus. « Côte 572 » demanda-t-elle en sortant de la charrette. « Côte 173 » répondit Wade. « Côte 564 » Côte 175. Wade la regarda. « Côte 976 » dit-il simplement. « Côte 107 » Célina le serra dans ses bras, fortement, désespérément. « Côte 175 » murmura-t-elle contre sa poitrine. Wade la serra en retour, la pressant contre lui. « Côte 579 years » répondit-il. « Côte 580, toi. » Ils reprirent maintenant la route. Le chemin devenait de plus en plus mauvais. Des ornières profondes, des pierres, du sable. La charrette tanguait, grinçait. Wade conduisait prudemment, mais aussi vite que les conditions le permettaient. Le soir, les contours d'une ville apparurent à l'horizon. Temple City. Célina la vit la première. « Quatre maintenant, cria-t-elle. « Que te pantien quéquette. » Wade hocha la tête, pressant les chevaux. Encore 1 heure. Peut-être moins. Ils allaient y arriver. Ils devaient y arriver. Mais à ce moment-là, un des chevaux, la jument alezane qui boitait, trébucha. Elle tomba à genoux,
entraînant les autres. La charrette s'arrêta brusquement, manquant de se renverser. Wade sauta à terre, se précipita vers les chevaux. La jument était couchée, respirant lourdement, incapable de se relever. Il examina ses pattes. L'une était très enflée, brûlante au toucher. « Que tu entraînes, jura-t-il entre ses dents. « Que te concocane, que te sientanosimus » demanda Célina en accourant. Wade réfléchit rapidement. La ville était proche, mais avec un seul cheval, il ne pourrait pas tirer la charrette. Il fallait une autre solution. « Que te cansia, décida-t-il. « Que te inquiète que tu continues demanda Célina. « Que te sientanosiditia, secoua la tête Wade. « Que te sientanosidias. » Célina hocha la tête avec détermination. « Que te 591. » Wade détela rapidement la jument, lui laissa de l'eau et du fourrage. Il l'attacha à un buisson pour qu'elle ne s'en aille pas. Puis il s'attela lui-même, passant une corde sur son épaule, et commença à tirer avec les chevaux. Célina prit les rênes, guidant les bêtes. Ils avançaient lentement, mais sûrement, mètre par mètre, pas à pas. Wade tirait de toutes ses forces, ses muscles tendus, la sueur coulant à flots. Mais il ne s'arrêtait pas. Il ne pouvait pas s'arrêter. La ville se rapprochait. On distinguait déjà les maisons, la première rue. Les gens s'arrêtaient, regardant cette étrange procession. Une femme épuisée sur le siège du cocher. Un homme tirant une charrette comme un bœuf de trait. Côte 592 qui criait Célina aux premiers passants. Côte 593. Un homme en tablier, un commerçant à en juger par son apparence, montra la direction. Côte Coinquinton. Ils tournèrent dans la rue indiquée. Ils trouvèrent l'église, petite, en bois. Ils comptèrent nos 3 maisons, blanches, avec des volets verts, une plaque près de la porte. Dr. Edwin Crawford. Wade s'arrêta, lâcha la corde. Ses mains tremblaient de fatigue, ses jambes flageolaient. Mais il était arrivé. Ils étaient arrivés. Célina sauta du siège, se précipita vers la porte et se mit à frapper. « Côte 597 » criait-elle. « Côte 598 » La porte s'ouvrit. Sur le seuil se tenait un homme âgé, à lunettes, aux cheveux gris et au visage bienveillant. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Mon père. » Célina lui saisit le bras. « Il est en train de mourir, une fièvre pulmonaire. Vous devez l'aider. » Le médecin ne posa pas de questions inutiles. Il se dirigea rapidement vers la charrette, regarda à l'intérieur. Il examina le malade, écouta sa respiration, vérifia son pouls. Son visage devint sérieux. « Côté 102 soir, » ordonna-t-il. « Côté 603. » Wade et Célina portèrent ensemble le père hors de la charrette. Il était si léger, comme s'il ne pesait pas plus qu'un enfant. Ils le rentrèrent, le posèrent sur le divan. Le médecin se lavait déjà les mains, disposant ses instruments. « Côte 604, » dit-il sans se retourner. « Côte 605. » Célina voulait rester. Mais Wade la prit par le bras et la fit sortir du cabinet. Ils s'assirent sur un banc dans le couloir. Célina se blottit contre lui, tremblante, de fatigue, de peur, de soulagement d'être enfin arrivée. « Côte 606, » dit Wade en la serrant dans ses bras. « Côte 607, côte 608, quoi » murmura Célina. « Côte 609, » répondit-il simplement. « Côte 610. » Célina se mit à pleurer. Doucement, à chaudes larmes, le visage enfoui dans son épaule. Wade la tenait, lui caressant le dos, l'embrassant dans les cheveux. Et il attendait, avec elle. 1 heure passa dans une attente angoissante, puis une autre. Célina se levait, se rasseyait. Elle faisait les 100 pas dans le couloir, regardait par la fenêtre, revenait sur le banc. Wade restait immobile, lui tenant la main quand elle était près de lui. Enfin, la porte du cabinet s'ouvrit. Le docteur Crawford sortit, s'essuyant les mains sur une serviette. Son visage était fatigué, mais pas sombre. Célina se leva d'un bond. « Côte saï » demanda-t-elle, le souffle court. « Côté idut » Le médecin hocha la tête.
Côte montagneuse, répondit-il. Côte 614. Célina sanglota, le visage dans ses mains. Côte 615 quoi, murmura-t-elle à travers ses larmes. Côte 616 guantia. Côte 617 confirma doucement le médecin. Côte 618 mois. Côte 619 souffla Célina. Côte 620. Côte 620 est un dit le médecin en désignant Wade. Côte 622 dit. Wade secoua la tête. Côte 623 oui, dit-il. Côte 624 Le médecin sourit. Côte 625 remarqua-t-il. Côte 626 Côte 627 demanda Célina. Côte 628 autorisa le médecin. Côte 629 Célina entra dans le cabinet. Son père était allongé sur le divan, couvert d'un drap propre. Son visage était encore pâle, mais sa respiration était devenue plus régulière. Il dormait calmement, sans le râle douloureux d'avant. Célina s'approcha, lui prit la main. « On est arrivé, papa, » murmura-t-elle. « Tu vas survivre. Tu entends, tu vas survivre. Et je serai là, tous les jours. Je te le promets. » On t'arroie. Son père ne se réveilla pas, mais ses doigts serrèrent faiblement sa main, comme s'il l'entendait et comprenait. Ils trouvèrent l'auberge. Le propriétaire, un homme corpulent aux yeux joyeux, leur donna effectivement les meilleures de leur chambre. 2 chambres voisines, au 2e et 3e étage, avec vue sur la rue principale. « Côte 632 dit le propriétaire. « Côte 633 Célina et Wade montèrent. Ils s'arrêtèrent devant les portes de leur chambre. Ils se regardèrent. « Je vais aller me laver, » dit Célina hésitante. « Peut-être dormir un peu. »« Moi aussi, » acquiesça Wade. Ils ne bougeaient pas. Ils restaient en blas, ne voulant pas se séparer. Après 10 jours passés ensemble à chaque seconde, se quitter même pour quelques heures semblait anormal. « Wade » appela doucement Célina. « Oui. Merci pour tout, d'avoir accepté de nous conduire. De ne pas nous avoir abandonnés quand c'était difficile. D'avoir tiré la charrette sur le dernier mile. D'être là. » Wade s'approcha, prit son visage entre ses mains. « Côte 641, dit-il sérieusement. « Côte 641. » Célina se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa, longuement, tendrement. « Et je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Reste avec moi. Pas seulement aujourd'hui, pour toujours. »« Je resterai, » promit-il. « Où que tu ailles, je serai là. » Ils s'embrassèrent une dernière fois. Puis, avec difficulté, ils se séparèrent pour rejoindre leur chambre. Cette nuit-là, Célina eut du mal à trouver le sommeil. Allongée dans un lit propre, sous une couverture douce, pour la première fois en 10 jours, elle repensait à tout ce qui s'était passé. Au voyage à travers les terres arides, à la chaleur, aux dangers, aux difficultés, à la façon dont Wade avait toujours été là, la protégeant, la soutenant, l'aimant. Elle comprit qu'elle avait rencontré cet homme unique dont rêve chaque femme. Fort, mais pas cruel. Silencieux, mais capable de dire l'essentiel. Solitaire, mais prêt à ouvrir son cœur. Et il l'aimait. Vraiment, profondément, pour toujours. Et son père allait survivre. Le médecin l'avait dit. Cela signifiait qu'ils avaient un avenir. Eux tous. Célina sourit dans le noir, fermant les yeux. Demain commencerait une nouvelle vie. Une vie à Temple City. Une vie avec Wade. Une vie pleine d'espoir et d'amour. Et elle avait hâte que ce lendemain arrive. Dans la chambre voisine, Wade ne dormait pas non plus. Allongé, il regardait le plafond, écoutant les bruits nocturnes de la ville. Il pensait qu'il y a 10 jours. Il était seul, sans but, sans attache, sans avenir. Juste un cow-boy errant sur les routes. Et maintenant, il avait Célina, la femme qu'il aimait plus que sa propre vie, qui croyait en lui,
qui voulait être à ses côtés. Et il n'avait pas peur. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas peur de l'attachement, pas peur de l'amour, pas peur de l'avenir, parce qu'il savait qu'avec elle, il pouvait tout affronter. Avec elle, il était chez lui, où qu'il soit. Wade ferma les yeux, souriant. Demain, il trouverait du travail. Il commencerait à mettre de l'argent de côté. Dans quelques mois, il achèterait des terres. Il construirait une maison. Il épouserait Selina. Il construirait cette vie dont il avait rêvé, mais qu'il ne croyait pas possible. Et tout ça, grâce à elle. Grâce à la femme qui avait vu en lui, non pas un simple cow-boy taciturne, mais un homme. Digne d'amour, digne de bonheur. À travers la poussière et le silence, il s'était trouvé. Et il ne se perdrait plus jamais. Parce qu'un tel amour ne s'éteint pas. Il demeure, pour toujours. Le 10e jour après leur arrivée à Temple City commença avec une aube qui teinta le ciel de rose et d'or. Selina se réveilla tôt, comme elle en avait pris l'habitude pendant le voyage. Elle se lava, enfila une robe simple bleue qu'elle avait achetée la veille dans une boutique locale. Sa première nouvelle robe depuis des mois. Elle tressa ses cheveux, se regarda dans le miroir. Son visage était hâlé, ses joues avaient retrouvé des couleurs. Elle avait de l'air en bonne santé, reposée, heureuse. Elle descendit dans la salle à manger de l'auberge. Wade était déjà attablé, buvant son café. Quand elle entra, il se leva. Un geste de politesse inhabituel pour lui, mais il faisait des efforts. Pour elle. « Côte 646 A », dit Selina en s'approchant. « Bonjour », répondit-il, et une lueur chaleureuse passa dans ses yeux en la regardant. « Bien dormi ? Très bien », sourit-elle en s'asseyant en face de lui. Côte 650, Wade sourit à son tour. Côte 650 et un gire, avoua-t-il. Côte 652. Ils prirent leur petit déjeuner. Œufs, bacon, pain frais avec du beurre. Selina mangeait avec un appétit qu'elle n'avait pas eu depuis des semaines. Wade l'observait, et une douce chaleur l'envahissait. Elle était là, près de lui, en sécurité, et son père aussi. Quote 653, dit Selina en finissant son café. Quote 654. Qu'est 655 là, dit Wade. Selina le regarda. Côte 656 là, demanda-t-elle. Côte 657 heures. Wade hocha la tête. Côte 658 heures, confirma-t-il. Côte Kosninan, côte Kostia. Selina tendit la main par-dessus la table et posa la sienne sur la sienne. Côte 661. Wade la regarda longuement, puis il acquiesça. Côte 662 d'heures, accepta-t-il. Côte 663. Côte 664. L'assura Selina. C'est toi-même qui as dit que j'étais forte. Wade lui adressa ce sourire rare et chaleureux qu'elle aimait tant. Côte 666, dit-il doucement. Wade quitta la ville sur son étalon noir, emportant de l'eau, une corde et un peu de fourrage. La route lui était familière, la même qu'ils avaient empruntée 2 jours plus tôt. Il se souvenait de l'endroit où ils avaient laissé la jument. Un grand rocher près de la route, ressemblant à une tête d'aigle. De là, il y avait environ 5 heures de trajet jusqu'à la ville. Il avançait sans se presser, laissant son étalon se reposer. Il pensait à Selina, à la façon dont elle avait changé sa vie. 10 jours plus tôt, il n'était personne, un cow-boy solitaire qui ne croyait pas au lendemain. Et maintenant, il avait des projets, des rêves, un avenir. Il voulait l'épouser, le plus vite possible. Il voulait que tout le monde sache qu'elle était à lui et lui à elle. Il voulait lui offrir un foyer, une famille, la stabilité, tout ce dont il avait été privé la majeure partie de sa vie. Vers midi, il atteignit le rocher. La jument se tenait à l'ombre,
attachée à un buisson, exactement là où il l'avait laissée. L'eau et le fourrage étaient épuisés, mais elle était vivante. En entendant le bruit des sabots, elle leva la tête et hennit doucement. Wade descendit de cheval, s'approcha d'elle. Il lui caressa l'encolure, examina sa patte blessée. L'enflure avait diminué, mais elle boitait toujours. Elle aurait besoin d'un long repos. Côte 667 tours, murmura-t-il en défaisant la corde. Côte 668. La jument frotta son museau contre son épaule, comme pour lui pardonner. Wade lui donna à boire de sa gourde, lui donna le reste de l'avoine. Puis il l'attacha à son étalon et la ramena lentement vers la ville. Le trajet fut plus long, la jument boitait et il fallait s'arrêter souvent. Mais Wade n'était pas pressé. Il avait le temps. Pour la première fois de sa vie, il avait le temps. Célina se rendit chez le docteur Crawford juste après le petit déjeuner. Il l'accueillit sur le seuil, souriant. « Bonjour, mademoiselle Ames », la salua-t-il. « Vous venez voir votre père ?»« Oui », acquiesça Célina. « Comment va-t-il ?»« Beaucoup mieux », répondit le docteur en la faisant entrer. « La fièvre est complètement tombée. Sa respiration est régulière. Ce matin, il a même mangé un peu de porridge. C'est un homme fort, votre père. Beaucoup n'auraient pas survécu à ce qu'il a traversé. » Célina sentit les larmes lui monter aux yeux, mais les retint. C'étaient des larmes de soulagement, de joie. Célina monta l'escalier en bois qui grinçait. Elle ouvrit la porte. La chambre était petite, mais propre et lumineuse. Près de la fenêtre se trouvait un lit, sur lequel était allongé son père. Il n'était pas inconscient, mais se reposait les yeux fermés. « Côte 677, appela doucement Célina en s'approchant. Il ouvrit les yeux. Il la reconnut. Il sourit faiblement. « Ma fille, » murmura-t-il. Sa voix était faible mais claire. « On est arrivé ?»« On est arrivé. » acquiesça Célina en s'asseyant sur le bord du lit et en lui prenant la main. Côte 681. Son père ferma les yeux, expirant. Côte 682, avoua-t-il. Côte 683. Côte 684, dit fermement Célina. Côte 685. Son père sourit. Côte 686, plaisanta-t-il faiblement. Célina rit à travers ses larmes. Côte 687. Ils restèrent silencieux un moment. Son père la regardait attentivement. Côte 688, demanda-t-il. Côte 689, expliqua Célina. Côte 690, Côte 691 pour, acquiesça son père. Côte 692, Côte 693, acquiesça doucement Célina. Son père lui serra faiblement la main. Côte 694, dit-il. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Oui, avoua Célina. Je l'aime beaucoup. Et lui, t'aime-t-il? Il dit que oui. Son père sourit. Alors ne le perds pas, ma fille, dit-il. De tels hommes, on n'en rencontre qu'une fois dans sa vie, si on en rencontre. Je ne le perdrai pas, promit Célina. Il restera avec moi, pour toujours. Elle passa la journée avec son père. Elle lui fit la lecture à voix haute, un journal que le médecin avait apporté. Elle lui parla de la ville, de l'auberge, de leur voyage des 2 derniers jours. Son père écoutait, hochant parfois la tête, posant parfois des questions. Le soir, il était fatigué et s'assoupit. Célina l'embrassa sur le front et sortit doucement. Le docteur Crawford la raccompagna jusqu'à la porte. « Il restera ici encore 3 semaines, » dit le docteur. « Peut-être 1 mois. Il doit reprendre complètement ses forces. Mais ensuite, il pourra reprendre une vie normale, juste sans efforts physiques importants. Merci, docteur, dit sincèrement Célina. Vous lui avez sauvé la vie? C'est à vous qu'il faut remercier, mademoiselle Ames, répondit le docteur, de ne pas avoir abandonné, de vous être battue. Un tel amour est plus précieux que tous les médicaments. Célina retourna à l'auberge pour le dîner. Wade était déjà là, assis dans la salle à manger, buvant un café. Quand elle entra,
Il se leva et son visage s'illumina. « J'ai ramené la jument », dit-il quand elle s'approcha. « Côte 710 sont à... Côte 711 casse, sourit Célina. Côte 712 casse, ils s'assirent à table, commandèrent le dîner. Poulet rôti, pommes de terre, légumes, ils mangèrent lentement, parlant de leur journée. Célina parla de son père, Wade de la route. « Je suis passé au bureau du shérif aujourd'hui, » dit Wade quand ils eurent fini de manger. « J'ai demandé s'il y avait du travail. Le shérif a dit qu'il cherchait un adjoint, quelqu'un qui sait tirer, monter à cheval, qui n'a pas peur des ennuis. J'ai pensé que je pourrais essayer. » Célina le regarda, surprise. « Tu veux devenir adjoint du shérif ?» Wade haussa les épaules. « Il faut un travail stable, » expliqua-t-il. « Si nous restons ici, si nous voulons construire une vie ensemble, il faut que je gagne de l'argent. » Célina prit sa main. « Wade, tu es sûr ?» demanda-t-elle. « C'est un travail dangereux. » « Pas plus dangereux que de transporter le courrier à travers les terres arides, » sourit-il. « Ou de défendre une charrette contre des bandits. Je m'en sortirai. » Célina sourit. « Je sais que tu t'en sortiras, » dit-elle. « Tu t'en sors toujours. » Ils sortirent sur le porche de l'auberge. La soirée était chaude et calme. De temps en temps, une charrette passait. Des gens marchaient dans la rue. La ville vivait sa vie paisible. « Que te 724 » demanda Wade, appuyé contre la balustrade. « Coûte 725, sans que Célina réfléchit. « Coûte 726 heures, dit-elle. « Coûte 727, Wade se tourna vers elle, posa ses mains sur sa taille. « Coûte 728, dit-il avec assurance. « Coûte 728. » Célina passa ses bras autour de son cou. « Coûte 7, demanda-t-elle doucement. « Coûte 725, promit-il. « Coûte 7. Coûte 7, murmura Célina. Wade se pencha et posa ses lèvres sur son front. « Coûte 734, dit-il. « Que t'en 735. » Célina s'écarta, le regardant avec de grands yeux. « Tu me demandes en mariage ?» Wade hocha la tête. Il sortit de sa poche quelque chose de petit, enveloppé dans un tissu. Il le déplia. À l'intérieur se trouvait une bague, simple, en argent, sans ornement, mais belle. « Coûte 737, expliqua-t-il. « Coûte 737. » Célina regardait la bague, et des larmes coulaient sur ses joues. « Coûte 739 théâtres, » murmura-t-elle. « Coûte 740. » Wade posa un genou à terre, là sur le porche de l'auberge. Il prit sa main. « Célina Ames, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Code 742. » Célina ne pouvait pas parler. Elle hocha simplement la tête, pleurant et riant à la fois. Wade lui passa la bague au doigt. Elle lui allait parfaitement. Il se releva, la serra dans ses bras, la souleva et la fit tourner. Les gens dans la rue s'arrêtaient, regardaient, souriaient. Certains applaudissaient, mais Célina et Wade ne voyaient personne, seulement l'un l'autre. « Oui, » souffla enfin Célina. « Oui, 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 bien sûr que je veux t'épouser. » Wade l'embrassa, longuement, passionnément, sans se soucier des spectateurs. Et Célina répondit, le serrant plus fort, sentant le bonheur l'envahir. 3 semaines passèrent. Le père de Célina reprit assez de forces pour que le médecin l'autorise à sortir. Wade fut engagé comme adjoint du shérif. Le travail n'était pas facile, mais bien payé. Célina trouva un local pour son atelier, petit mais confortable, dans la rue principale. Elle commençait déjà à recevoir des commandes. Ils louèrent une maison à la périphérie de la ville, en bois, avec 2 chambres, une cuisine et un jardin. Petite, mais suffisante pour eux 3. Célina l'aménagea avec amour, cousant des rideaux, disposant les meubles, plantant des fleurs. Le mariage fut fixé à la fin du mois. Une cérémonie simple, dans l'église locale.
Seuls les plus proches seraient sans des présents. Son père, le docteur Crawford, le shérif, quelques connaissances qu'il s'était faites. Le soir avant le mariage, Selina et Wade étaient assis sur le porche de leur nouvelle maison. Ils regardaient le coucher de soleil qui colorait le ciel de pourpre et d'or. Son père était à l'intérieur, dormant. Il se fatiguait encore vite, mais devenait plus fort chaque jour. « Demain, » dit Selina doucement en se blottissant contre Wade, « demain, tu seras mon mari. Et toi, ma femme, » ajouta-t-il en l'embrassant sur le sommet de la tête. « Coûte cette carte, Wade réfléchit. « Coûte cette carte, répondit-il honnêtement. « Coûte 750. » Selina se tourna pour le regarder dans les yeux. « Coûte 751, demanda-t-elle. « Coûte 752. » Wade hocha la tête. « Coûte 753, dit-il pensif. « Coûte 753. Coûte 750, le corrigea Selina. Ils restèrent assis en silence, enlacés, écoutant les bruits du soir, l'aboiement d'un chien au loin, le rire d'enfants jouant dans la rue, le grincement d'une charrette qui passait. Côte 756, appela soudain Selina. Côte Seniton à côte 100. Wade sourit. Côte Simanos côte 6. Wade réfléchit. Côte Sinon signé, avoua-t-il. Côte Xiako. Selina rit doucement. Côte Setille, avoua-t-elle. Côte Sekis. Wade l'attira plus près. Que penses-tu qu'il se passera ensuite? Demanda-t-il. Dans 1 an? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Selina ferma les yeux, imaginant. Dans 1 an, nous aurons notre propre maison, dit-elle d'un air rêveur. Que 768 ça? Que 769 si? Répéta Wade, un sourire dans la voix. Code 770 kia, confirma Selina. Code 771. Wade l'embrassa sur la tempe. J'aime cette image, murmura-t-il. Je l'aime beaucoup. Et dans 10 ans, continua Selina, nous serons assis sur ce porche, comme maintenant, et nous regarderons nos enfants jouer dans le jardin, et nous nous souviendrons de ce voyage à travers les terres arides. 10 jours qui ont tout changé. Et je t'aimerai aussi fort que maintenant, ajouta Wade. Peut-être même plus fort. Selina se tourna et l'embrassa. Côte 778 voici, promit-elle. Côte 779. Le mariage fut simple mais beau. Selina portait une robe blanche qu'elle avait cousue elle-même. Wade, un costume neuf, acheté pour l'occasion. Son père la conduisit à l'hôtel, remit sa main à Wade. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais c'étaient des larmes de bonheur. Le prêtre parla d'amour, de fidélité, de patience. Du fait que le mariage n'est pas seulement l'union de 2 personnes, mais la création d'un tout nouveau. Qu'il faut prendre soin l'un de l'autre, se soutenir, ne pas abandonner dans les moments difficiles. Wade et Selina écoutaient, se tenant la main, se regardant dans les yeux. Quand le prêtre demanda « Prends-tu cette femme pour épouse ?» Wade mandani, d'accord. Wade répondit fermement « Je la prends. » Meni. Quand il posa la question à Selina, elle répondit avec la même assurance « Je le prends. » Ils échangèrent les alliances, s'embrassèrent sous les applaudissements des invités, et devinrent mari et femme. Après la cérémonie, un petit dîner fut organisé à l'auberge. Le propriétaire avait dressé une table dans la plus belle salle. Le docteur Crawford porta un toast aux jeunes mariés. Le shérif leur souhaita bonheur et beaucoup d'enfants. Le père de Selina serra simplement sa fille dans ses bras et murmura « Quote 783 ». Le soir, Wade et Selina retournèrent dans leur maison. Leur maison. Désormais officiellement la leur. Ils se tenaient sur le seuil, et Wade souleva soudain Selina dans ses bras. « Que te satien » rit-elle. « Que te 785 répondit-il avec un sourire.
Cote 786. Il la porta à l'intérieur, la posa au sol. Ils se tenaient dans l'entrée, enlacés, se regardant. Ketekatedaki, murmura Wade. Ketisatatia, répondit Célina en souriant. Ils s'embrassèrent, longuement, tendrement, avec la promesse d'un amour pour toute la vie. Un passa, puis un autre. La vie suivait son cours, calme et paisible. Wade travaillait comme adjoint du shérif. Célina tenait son atelier. Son père l'aidait, prenant les commandes, tenant les comptes. Il s'était complètement remis, avait même rajeuni d'esprit. Ils achetèrent un terrain à la périphérie de la ville. Une petite parcelle, mais suffisante pour une maison et un jardin. Wade commença à construire, lentement, le soir et le week-end. Célina aidait, lui passant les outils, peignant les murs. 2 ans plus tard, la maison était terminée. À 2 étages, en bois, avec un large porche et un balcon. Avec un jardin où poussaient des pommiers et des cerisiers, avec une balançoire sur un grand chêne. Ils y emménagèrent au printemps. Son père prit une chambre au rez-de-chaussée. Wade et Célina montèrent au premier. Ils se tenaient à la fenêtre de leur chambre, regardant le jardin où le soleil du soir dorait les feuilles. « On l'a fait », dit Célina doucement. « On a construit une maison. On a fondé une famille. On a trouvé le bonheur. » Wade la serra par derrière, posa ses mains sur son ventre. Là, à l'intérieur, une nouvelle vie grandissait. Leur premier enfant. Célina était enceinte de 3 mois. « Kotsastwananos » murmura-t-il à son oreille. « Kotesaton » Célina couvrit ses mains des siennes. « Kotostrasia » demanda-t-elle. « Kotesrakiats » Wade pressa ses lèvres contre son cou. « Koteseta » demanda-t-il. « Côte 796 » Célina se tourna dans ses bras, le regarda dans les yeux. « Côte 797, dit-elle. « Côte 798. » Wade l'embrassa, tendrement, avec un amour qui ne s'était pas estompé au fil des ans, qui n'avait fait que se renforcer. « Et je referai ce chemin, dit-il. 1000 fois, pour toi. » Célina sourit, se blottissant contre lui. « Plus besoin, répondit-elle. Nous sommes déjà chez nous, pour toujours. » Ils se tenaient à la fenêtre, enlacés, regardant leur jardin, leur maison, leur avenir. Des années de bonheur, de difficultés, de joie et de peine les attendaient. Des enfants, des petits-enfants, une longue vie commune. Mais tout avait commencé là, dans les terres arides. Sur cette route où un cow-boy silencieux avait accepté de conduire une femme désespérée et son père mourant. Où, à travers la poussière, la chaleur et les dangers, était né l'amour. Vrai, fort, éternel. Un amour qui avait résisté à l'épreuve, qui avait tout surmonté, qui était devenu le fondement de tout le reste. À travers la poussière et le silence, ils s'étaient trouvés, et ils ne se perdraient plus jamais. Parce qu'un tel amour ne finit pas, il ne fait que commencer, et il dure pour toujours.